Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un bête accident, une chute dans mes escaliers et je me suis cassé le bras, ce qui explique pourquoi je n'ai pas publié de vidéo depuis quelques semaines, parce que avec un bras droit en main, quand on est droitière, c'est un petit peu compliqué pour écrire des scripts et pour faire du montage, et même en vrai, allumer la caméra et tout ça, filmer devant, c'est pas très confortable. Je suis contente de reprendre aujourd'hui avec cette vidéo qui est un petit contenu bonus pour vous faire un peu patienter avant mon retour. Vous l'avez peut-être compris à la miniature, il ne s'agit pas réellement d'une vidéo aujourd'hui. En fait, pour vous donner un petit peu de contexte, il y a quelques mois, j'ai eu le très grand plaisir et le privilège de rencontrer quelqu'un dont je vous parle absolument tout le temps, Daniel Zaguri. Daniel Zaguri, si vous aimez la crimino, je pense que vous avez déjà entendu son nom. Si vous avez suivi ma chaîne, je vous ai très certainement déjà parlé de ce livre-là, L'énigme des tueurs en série, que je conseille très souvent. C'est donc un psychiatre qui est expert en criminologie et qui a notamment été appelé à faire des expertises psychiatriques dans le cadre dans pas mal de procédures judiciaires, de procès, d'affaires très médiatisés, notamment Guy Georges, Patrice Allègre et Les Reclus de Montflanquin, une histoire que je vous ai déjà racontée sur la chaîne il y a quelques années maintenant et qui, je sais, vous avait beaucoup plu. Alors, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien juste ici et je vous conseille d'aller la regarder parce que, du coup, le petit contenu bonus que je vous donne aujourd'hui, c'est un entretien avec Daniel Zaguri pour parler justement de son implication dans cette affaire, de son regard à lui sur les reclus de Montflanquin. Donc vraiment pour vous mettre un mini contexte, si jamais vous connaissez pas cette affaire, il s'agit d'une famille entière de plus de 10 personnes de la noblesse française qui est tombée sous l'emprise d'un escroc qu'on pourrait presque qualifier de gourou. Cette emprise-là, elle a duré pendant 10 ans. Elle a mené les membres de la famille de Védrine à la ruine, à se retrouver vraiment sans rien du tout. Ils ont été dépossédés de tous leurs biens financiers, matériels, mais aussi à être montés les uns contre les autres, à plonger dans une sorte de grosse paranoïa qui est allée jusqu'à des faits assez graves puisqu'il y a eu des séquestrations entre eux et même des actes de torture. Donc c'est vraiment un sujet très très intéressant au niveau de la psychologie et comment vous dire que j'étais absolument ravie de pouvoir rencontrer Daniel Zaguri qui, voilà, vous le savez, est quelqu'un que j'admire beaucoup pour sa carrière et avoir son éclairage sur cette affaire-là. Pour tout un tas de raisons que je pourrais pas vraiment vous expliquer ici, je n'ai malheureusement pas eu les droits de vous diffuser la vidéo de cette rencontre-là, mais par contre, j'ai eu les autorisations pour diffuser la bande-son. Donc on va dire que c'est comme une sorte de petit podcast que vous allez pouvoir écouter, et honnêtement, en vrai, c'est l'essentiel, hein. Finalement, l'image, bon, vous vous représentez, on était juste face à face dans 2 fauteuils. Daniel Zaguri était vraiment très gentil d'ailleurs, je tiens à le souligner. Il a été patient, il a vraiment été compréhensif et tout, malgré le fait que j'étais un petit peu stressée de le rencontrer. Donc voilà, merci beaucoup à lui d'avoir pris le temps de répondre à mes questions sur cette affaire que sont les reclus de Montflanquin. Et tout de suite, je vous laisse avec cet audio et je vous dis à très très vite. J'espère reprendre les vidéos tout bientôt. Je vais encore prendre un petit peu de temps pour moi, pour me soigner. Je viens tout juste de commencer la rééducation. Donc je sens que, j'espère, dans les prochaines semaines, je vais enfin pouvoir vraiment repasser beaucoup de temps sur mon ordinateur pour écrire ou faire du montage. Et puis voilà, en attendant, j'avais pas envie de vous laisser sans rien, donc voilà, c'est un petit cadeau de ma part. Cet entretien avec Daniel Zaguri, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très très bonne écoute et puis je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. J'ai maintenant le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur Daniel Zaguri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, c'est vous qui avez expertisé la famille Védrine lors du procès. Ma première question, c'est donc pourquoi est-ce qu'il y a des psychiatres dans les affaires criminelles ? Alors en France, toutes les affaires d'assises relèvent d'une expertise psychiatrique. Donc c'est dans la loi, c'est comme ça, c'est systématique, peut-être trop d'ailleurs, mais dans ce cas, évidemment, il fallait un éclairage pour essayer de comprendre les mécanismes qui font qu'une famille entière peut à ce point être aliénée.
Mmh. Vous dites peut-être trop, est-ce que vous pouvez expliquer ? Oui, mais là, ça nous amènerait sur un autre terrain. Si vous voulez, tout ce qui est systématique n'est pas nécessairement une bonne chose. Il y a des cas où c'est vraiment formel. Bon, là, c'est vraiment l'occasion d'essayer de comprendre un ensemble de mécanismes psychiques et de processus tout à fait intrigants. Alors vous, votre part, c'était plutôt de vous intéresser à la famille Védrine. Qui avez-vous rencontré dans cette famille ? Alors, je veux pas faire d'oubli, je vais pas tous les citer. J'ai rencontré 2 générations. J'ai rencontré les parents et les maris, les épouses et les enfants. Je n'ai pas rencontré la grand-mère qui est décédée peu de temps auparavant. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour qu'on se représente un petit peu, comment ça se passe, ces entretiens ? Dans quel contexte ? Sur quelle durée ? Est-ce que vous avez une grille, une méthodologie particulière ? Ils sont venus à la convocation d'expertise, parfois de très loin, et très motivés. Très motivés pour essayer de faire entendre le drame qu'ils ont traversé pendant aussi longtemps. Je pense motivés aussi pour comprendre eux-mêmes et pour dépasser leur propre auto-réprobation. Comment est-ce qu'on a pu à ce point se faire avoir, et aussi pour défendre leur amour-propre, j'ai envie de dire même leur honneur. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, aux yeux de la plupart, sont passés pour des benets ou pour des idiots, alors que l'expérience montre que ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Alors, vous les rencontrez pendant plusieurs séances, c'est ça ? Non. Je les vois, ils viennent de loin, je leur consacre 2 heures, 3 heures, 1 heure et demie, en fonction des situations, et puis voilà, c'est tout. Mais vous savez, en 2 heures ou 3 heures, on a le temps de faire le tour de beaucoup de choses. Et alors, vous... comment vous faites à ce moment-là, étant donné tout ce qu'ils ont vécu ? Vous le dites un petit peu, hein, ils avaient envie de se comprendre, mais est-ce qu'ils n'avaient pas aussi ce côté méfiance, cette difficulté peut-être à verbaliser des choses, ou en tout cas à se confier ? Alors, j'ai pas du tout eu le sentiment qu'il fallait leur tirer les vers du nez. Au contraire, je crois que s'ils avaient pu rester quelques heures de plus, ils seraient restés. Et qu'ils avaient vraiment envie de vider leur sac et aussi de profiter de l'occasion pour mieux comprendre ce qui leur était arrivé. Et est-ce que vous savez s'il y a un accompagnement psychologique qui a pu leur être proposé suite à tout ce qu'ils avaient vécu ? Est-ce que c'est systématique ou c'est au bon vouloir des personnes ? Tout ce qui est systématique est néfaste. Hein. Je crois que... alors, je crois me souvenir que certains d'entre eux avaient sollicité une aide psychologique, mais voilà. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que vous avez commencé à aborder. Vous avez déclaré, comme tout un chacun, avant d'être psychiatre, je suis un citoyen qui regarde la télévision, écoute la radio et lit les journaux. J'avais donc naturellement mes préjugés. Je les pensais naïfs, peu intelligents, mais non, ce sont des gens normaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi finalement c'était des gens normaux ? Oui, c'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on est dénué des préjugés de tout un chacun. Et donc, j'avais lu dans la presse qu'une famille tout entière s'était fait berner pendant une dizaine d'années et siphonner de sa fortune.
Donc, j'avais les mêmes a priori que n'importe qui. Bon, voilà, ils sont un peu simplés. C'est une famille noble un peu dégénérée, où ils doivent s'en taper une sacrée couche. Enfin, vous voyez, des choses dont j'ai un petit peu honte. Mais à partir du moment où commence l'expertise, à ce moment-là, c'est une rencontre. Et là, c'est plus le citoyen, c'est le psychiatre. Et effectivement, je crois que le premier point à souligner, c'est que ce sont des gens normaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire normal? C'est un terme extrêmement vague. En tout cas, ce sont des personnes dénuées d'une insuffisance intellectuelle d'une part, et d'autre part, d'une quelconque affection psychiatrique caractérisée. Donc ça veut dire que finalement, ce genre de choses peuvent arriver plus ou moins à n'importe qui. Alors, là, il faut nuancer. À n'importe qui, peut-être pas, puisque au sein même de la famille, il y a des personnes qui ont pris des distances et qui n'ont pas été, si je puis dire, soumis à cette emprise du gourou. À n'importe qui, peut-être pas, mais c'est toute l'habileté de Tilly d'avoir perçu les failles de chacun et d'avoir perçu les failles de la famille elle-même. Oui, tout à fait. Alors du coup, intéressons-nous un petit peu plus à Thierry Tilly. Je vous reprends encore une fois, vous aviez dit la relation d'emprise telle qu'exercée par Thierry Tilly sur l'ensemble de la famille peut être examinée sous l'angle d'un abus de transfert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Oui, alors là, je pense que c'est central. Moi, j'aime pas trop le mot emprise parce que, si vous voulez, dans l'esprit du public, aussi dans l'esprit des magistrats ou même des psychiatres, il y a emprise ou il n'y a pas emprise. Donc, il faudrait définir un phénomène qui est un phénomène comme ça, très circonscrit. Je préfère parler d'abus de transfert. Mais qu'est-ce que c'est que le transfert? Le transfert, d'abord, dans la cure psychanalytique, ça a été décrit par Freud, d'abord comme un obstacle, et ensuite comme le levier qui allait permettre justement le processus de la cure. Le transfert, c'est la projection sur une personne des attentes, des angoisses, des affects, des émotions qui renvoient à une période de la vie où la survie dépendait de... Donc c'est une espèce de phénomène comme ça, d'idéalisation d'une personne. Et on s'aperçoit dans la pratique que ça va au-delà, ça va au-delà des mots. C'est l'exploitation de l'homme par... Quand on utilise le transfert, non pas pour aider le sujet à aller mieux, à aller sur son propre chemin, à aller vers un apaisement de ses difficultés. Mais si on l'utilise, ce levier, pour s'approprier, alors pour s'approprier quoi? De l'argent, du pouvoir ou de la sexualité, donc dans ces trois registres. C'est l'arme absolue, si vous voulez, c'est vraiment la bombe atomique de la relation. Et c'est comme on peut tout faire. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'esclavage. À partir du moment où on utilise cette force extrêmement puissante, on peut aboutir à tout. Alors vous savez, l'image qui m'est souvent venue à l'esprit, vous savez, quand vous avez un problème avec votre ordinateur, vous faites appel à un informaticien, il prend la main sur votre écran. Et tout d'un coup, vous le voyez s'animer, bouger. Et bien c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui prend la main sur votre psychisme et qui peut vous amener là où il a envie de vous amener, et vous allez y aller. Alors justement, Thierry Tilly a parfois, par la presse, été qualifié de gourou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette dénomination ? Oui, encore une fois, il faut se méfier des mots. Oui, on peut l'appeler gourou, on peut l'appeler autrement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris la main
sur le psychisme de chacun et surtout sur le psychisme de la famille, en quelque sorte. Oui, alors, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant, si vous voulez, qui est que vous en apprenez beaucoup plus lorsque vous expertisez les victimes que lorsque vous examinez le sujet, parce que le sujet va vous raconter des tas de choses, il va être réticent, et il va pas se livrer, alors que les victimes, elles ont vraiment envie de mettre sur le tapis tous leurs problèmes et tout ce qu'elles ont vécu. Donc, il y a quelque chose d'assez surprenant de voir quelqu'un d'aussi habile, parce que ça, c'est une habileté absolument incroyable, une capacité de saisir l'autre qui est inversement proportionnelle à la capacité d'entrer en contact avec eux-mêmes. Donc, quand vous voyez ces sujets en expertise, vous vous dites, c'est pas possible. Vous avez l'impression, vous savez, du poisson qui est sorti du bocal et qui frétille. Il y a plus personne en face de vous, hein. Donc, il y a un contraste extraordinaire entre l'habileté de cet homme pendant 10 ans pour asservir l'ensemble de cette famille et la façon dont il s'est montré au moment du procès comme assez pitoyable. Mmh. Et du coup, oui, vous appuyez le fait qu'au moment du procès, finalement, le Thierry Tilly qu'on a vu, qui n'arrivait pas à convaincre grand monde, c'est pas du tout celui qui s'est comporté avec la famille Védrine. Non, alors l'image du poisson dans le bocal qui frétille, il est totalement privé à ce moment-là de son oxygène et il est pathétique. Il a besoin des autres, il a besoin du psychisme des autres pour se déployer. Et si vous l'en privez, il devient un type assez ordinaire et assez pathétique. Alors, autre question, on a vu du coup dans cette affaire quelque chose qui peut paraître surprenant, c'est le fait que Thierry Tilly, il arrive à garder cette emprise, cette mainmise sur la famille à distance pendant plusieurs années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, ça, si vous voulez, c'est le stade ultime de la possession du psychisme de l'autre. Pas besoin d'être à côté. Il suffit d'un coup de téléphone, il suffit d'un signe, et parfois même, il suffit de rien du tout. C'est-à-dire que la personne a tellement intériorisé la parole de Tilly, du gourou, qu'elle va faire ce qu'il est supposé lui avoir demandé dans ces circonstances. Donc elle anticipe finalement les commandements. Elle peut. D'accord. Elle peut, mais il peut y avoir un petit coup de fil. Oui, des coups de fil qui étaient quand même assez récurrents dans cette affaire. Alors, autre question par rapport aux autres dossiers sur lesquels vous avez travaillé, puisque vous avez travaillé sur beaucoup de cas criminels en France. Comment vous percevez cette affaire ? Est-ce qu'elle vous paraît hors du commun ou finalement vous lui trouvez des points de ressemblance avec d'autres choses ? Écoutez, j'ai vu beaucoup de choses. C'est une affaire qui m'a vraiment intéressé parce que il me paraissait important de devoir aller jusqu'au bout de l'élucidation de ces mécanismes et parce que ils sont assez fréquemment repérés en situation criminelle ou pas, hein. C'est la question d'un contrat civil. Habituellement, si vous voulez, un contrat civil est valable en cas de sanité d'esprit, hein. Donc, mais si on arrive à démontrer que la personne était malade le jour où elle a signé le contrat ou qu'elle avait une incapacité intellectuelle à en comprendre les termes, à ce moment-là, le contrat peut être cassé. Mais voilà qu'on dit à la justice, il n'y a pas que ça.
il y a aussi des phénomènes d'emprise. Et là, on comprend la réticence et la crainte justifiée à mon avis, car on risque d'invoquer, de revendiquer des phénomènes d'emprise de manière assez inconsidérée. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de rigueur et que beaucoup plus que de s'attacher aux mots, il me semble qu'il faut s'attacher à essayer de repérer les processus depuis le départ et comment cette personne en est venue à être à ce point asservie. Oui, je vois. Et toute la question finalement de la responsabilité pénale, en tout cas dans ce monde judiciaire, s'applique autant finalement aux accusés que parfois aux victimes. En tout cas dans ce genre d'affaires. Oui, mais il ne faut pas s'y maîtriser. Alors du coup, on va peut-être essayer de s'adresser un peu plus à nos auditeurs et je voudrais vous demander plus généralement comment est-ce qu'on peut repérer les potentiels prédateurs qui savent très bien se dissimuler et comment essayer de les tenir à distance. Alors ça, c'est un grand fantasme contemporain. Hein. C'est, si vous voulez, cette obsession par exemple, du pervers narcissique, et il y a tout un marché autour de cette question qui serait la capacité à repérer le mal chez l'autre. Et je suis assez réticent à l'égard de cette représentation, en tout cas d'une représentation aussi généralisée, comme si le mal était toujours à l'extérieur, hein, comme si on n'y participait pas. Aujourd'hui, quand il y a un divorce, que vous avez une expertise, la femme vous appelle au téléphone pour prendre rendez-vous, elle vous dit vous verrez, mon mari est un grand pervers narcissique. Donc, si vous voulez, elle ne s'interroge pas sur la relation. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans quand ils se sont rencontrés, comment ça a évolué, pourquoi ils se sont aimés, pourquoi ils ne s'aiment plus. Mais donc, si vous voulez, il y a cette espèce d'obsession de focaliser le mal à l'extérieur. Donc, là aussi, soyons un petit peu plus mesurés, un petit peu plus complexes. Un petit peu plus prudents, effectivement. Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous dire s'il y a vraiment des signaux particuliers qu'il faut repérer peut-être et qui doivent nous alerter quand il y a quelqu'un, une présence autour de nous qui pourrait, sans forcément qu'elle soit malsaine, mais nous vouloir quelque chose de mal? Alors, je me suis évidemment posé la question de savoir quel serait le vaccin, hein, qui nous protégerait, qui nous conférerait une certaine immunité. Alors, je ne sais pas s'il y a un vaccin, mais en tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est de toujours sauvegarder sa capacité de penser par soi-même, de penser en première personne, de ne pas confier notre pensée aux autres, d'être critique, y compris rebelle, mais en tout cas de tenir très fort à notre aptitude à penser en fonction de nos propres ressentis et en fonction de nos propres valeurs et de ne jamais confier ce bien précieux à quelqu'un d'autre. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Zaguri, pour cet éclairage. C'était passionnant.